J'ai vu la racaille oser dire par la bouche d'un certain Julien Audoul, député du Rassemblement national, qu'on ne doit pas ramener Rima Hassan en France parce qu'elle n'a rien de française. C'est vous qui êtes vraiment très bizarre. Vous ne comprenez pas ce qu'est la France. Être français, je vais vous l'apprendre, monsieur Julien Audoul. Jean-Luc Mélenchon détruit Julien Audoul en direct. Le leader de la France Insoumise était en meeting afin de dénoncer les discours identitaires et racistes qui gangrènent le débat public. Face à ceux qui se prétendent plus français que les Français, il remet les pendules à l'heure. La France est un peuple métissé et c'est une richesse. Quand Julien Audoul, député RN, ose déclarer que Rima Hassan n'a rien de française, Mélenchon frappe fort en disant qu'être français, c'est avoir une carte d'identité française. Point final. Comme vous allez le voir, il démonte cette rhétorique nauséabonde avec une force implacable. Mais avant, dans un autre registre, tout aussi révoltant, Gérald Darmanin, lui qui n'a jamais travaillé de ses mains, entend aujourd'hui forcer les Français à bosser dans un pays où il n'y a déjà pas assez d'emplois pour tous. Une arrogance qui ne passe plus. Et la réponse populaire claque comme un slogan. Cassez-vous. On n'en peut plus. Parce que là, nous nous battons pour avoir des crédits budgétaires pour la justice. Bon, la justice, c'est un petit budget, hein, c'est à peine 11 milliards d'euros. C'est un problème d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je me bats et je sais qu'Amélie de Montchalin m'écoutera et respectera à l'euro près la loi de programmation de la justice. D'ailleurs, je veux dire aux magistrats, aux agents de la PJ, aux agents de la pénitentiaire que j'ai obtenu un immense budget supplémentaire par rapport à mon prédécesseur Didier Migaud et j'espère que nous respecterons à l'euro près les centaines d'emplois supplémentaires qu'avait prévu Éric Dupond-Moretti. Mais par ailleurs, si on veut financer ce budget de la justice, le budget de l'éducation nationale, le budget de la défense, il faut que nous fassions des efforts sur le budget social. Qu'est-ce que vous auriez de plus que Bruno Retailleau ou Édouard Philippe? Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pour l'instant, c'est les idées qui comptent. Non, le concours de beauté est assez peu intéressant. Bien sûr, il y a des gens qui me trouvent plus sympathique, répondent au sondage avec qui vous voulez prendre une bière ou partir au camping. Pourquoi vous mais d'abord, je ne suis pas candidat en tant que tel. Je propose des idées. Je constate que les idées que je propose ne sont pas toujours reprises par d'autres. La révolution pénale que je propose n'est pour l'instant pas reprise par d'autres. Le fait de dire, je pense qu'il ne faut pas toucher les 64 ans pour partir en retraite, mais on ne doit pas modifier non plus les 64 ans. Moi, je ne suis pas pour aller au-delà de 64 ans de retraite, parce que les gens qui travaillent sont parfois très abîmés par la vie. Les femmes de ménage, les agents de sécurité privés, les gens qui travaillent dans la restauration, dans le BTP, c'est très dur pour eux. Par contre, il ne faut pas travailler plus pour les Français. Ils travaillent déjà beaucoup, les Français. Il faut travailler tous. Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. C'est pour ça que personnellement, plutôt que de repousser l'âge de la retraite, je ferai une grande réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 18 mois d'indemnisation qu'on est au chômage. Vous voulez réduire à 6 mois? Entre 6 et 9 mois. Et après, c'est fini? Dans le Nord, il y a 48 heures. Un restaurateur me dit, vous savez, le soir, monsieur le maire, m'appelle encore monsieur le maire, je fermais à l'époque que vous n'étiez pas encore maire parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Maintenant, je ferme parce que j'ai pas assez de serveurs. Qu'est-ce que je peux répondre à ce monsieur, si ce n'est dire, mais il y a en même temps du chômage dans ma commune. Et il faut que ces gens aillent travailler. Donc, il faut forcer les gens à aller travailler. Donc, les Français, on ne va pas leur dire chaque année, vous devez travailler plus longtemps en retraite. 64 ans, c'est très bien, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut dire à tout le monde de travailler. Et comme si cela ne suffisait pas, sur LCI, Jordan Bardella tente de sauver les apparences. Il débute sa réponse comme un élève de 3e récitant son exposé par cœur, avant de dégainer un argument tout droit sorti de la fachosphère, totalement hors sujet. Une démonstration de vide politique que vous allez entendre de vos propres oreilles. Vous m'avez dit j'ai une forme d'inquiétude face à la politique culturelle que pourrait pratiquer le RN. C'est-à-dire que on voit quand même dans certaines de vos municipalités l'adjoint à la culture disparaît. Voilà. Mais et puis surtout il y a cette espèce de vide abyssal. Alors je sais bien que la culture pour certains n'est qu'une danseuse de la République. Pourtant c'est à mon avis le visage de la France. C'est le visage de la France. Et tout ce qui a été dit de passionnant aujourd'hui, la culture l'aidera à passer à être forte. Et je pense vraiment qu'il y a un vide abyssal, ou alors j'ai moi aussi mal entendu, comme vous avez mal entendu David Rothschild, votre programme culturel. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être, oui. Enfin, bon, j'aimerais bien, vous savez, l'art, c'est quand même l'âme d'une nation. Moi, je considère et je considérerai toujours, parce que je disais que être français, c'est quelque chose de singulier dans le monde,
que la France est un grand, voire un très très grand pays de culture. On a 1200 musées, 1500 festivals, 400 théâtres municipaux, des dizaines de milliers de monuments historiques et 700 000 personnes qui, de près ou de loin, vivent de la culture et de tout ce qu'il y a autour dans notre pays. L'ambition de l'État et ce que je souhaite être l'ambition de la France demain, c'est d'abord de défendre le patrimoine de notre pays et c'est de faire rayonner nos œuvres culturelles partout dans le monde. Il y a quelques jours, monsieur, j'étais en déplacement aux Émirats Arabes Unis et j'ai eu la chance, et je vais même dire le privilège, parce que quand on entre dans un musée, qu'on est français, c'est un privilège, de visiter le Louvre d'Abu Dhabi. C'est l'une des seules marques françaises qui, en tant que telle, est restée en tant que telle le Louvre et porte ce nom pour près de 40 ans à Abu Dhabi. C'est un pont entre les civilisations. C'est ça la définition même de la France dans une rue qui est baptisée la rue Jacques Chirac. Et le Louvre à Abu Dhabi, c'est précisément la capacité de la France à exposer ses arts, à exposer des arts de cultures diverses et de cultures étrangères, mais c'est cette capacité à parler à tous les cœurs et à toutes les consciences du monde. Et moi, en même temps, ce que je critique et ce que je défends, ce que je critique dans la politique culturelle, c'est que on saupoudre un peu partout des subventions. C'est un budget de 8 milliards, 4 milliards pour le service public, l'audiovisuel public, 4 milliards pour la culture en soi. Et on saupoudre un peu partout de manière idéologique, en choisissant des projets. Alors on va financer un film qui met en avant un migrant qui est venu de Syrie pour s'installer en France. Et pendant qu'on nous distrait avec ces discours moralisateurs, voilà que le RN, par la voix de Tanguy, tente de nous faire avaler la pilule. Le ménage a été fait, il n'y a plus un seul raciste au RN. Une déclaration lunaire digne d'un sketch. Mais attention, cette cascade verbale est ultra risquée. Parce que le réel, lui, finit toujours par les rattraper. Un an après la dissolution de l'Assemblée, le journal Libération s'est penché sur ce qu'étaient devenus les 120 candidats RN dont ils avaient révélé les propos racistes, antisémites et complotistes. Il n'y avait pas 120 candidats avec des propos racistes et complotistes. En tout cas, il y en avait plusieurs dizaines et selon Libé, 120. Libé qui constate que 90 de ces brebis galeuses, comme vous les aviez nommées, sont toujours membres du RN. Il n'y a eu que 5 exclusions. Il y a aussi le média Les Jours qui a révélé récemment que 9 députés RN appartenaient à un groupe Facebook au contenu raciste et homophobe. Qu'est-ce que vous attendez, Jean-Philippe Tanguy, pour faire le ménage ? Mais ce ménage, il est fait. Il y a beaucoup de confusion. La présence sur ce groupe, moi je suis allé enquêter évidemment sur ce groupe. C'est un groupe qui à la base n'avait strictement rien de raciste, rien d'homophobe, rien de misogyne, et qui malheureusement le contenu a complètement dérivé. Mais moi je suis député, je suis membre de groupe Facebook. Alors j'ai la chance de ne pas avoir été concerné par celui-là, mais je vois pas le contenu au quotidien. Voilà, donc ce sont sans doute des procès d'intention systématique. Aucun député. Mais il y a des éléments, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que vous regrettez que le ménage n'ait pas été fait ? Est-ce que vous le regrettez, ou est-ce que vous dites on a besoin de aucun député qui a eu des propos misogynes, racistes, homophobes sur ces groupes, évidemment, ni aucun collaborateur de député. Il y a certains journalistes d'ailleurs qui ont menti en disant que le groupe a été tenu par des collaborateurs qui avaient tenu des propos de ce type. Ce n'était pas le cas. Le ménage, il a été fait. En tout cas, parmi les 120 candidats, non, parce qu'il y a toujours des candidats qui ont tenu des propos racistes et mais homophobes. c'est parce que Libé considère que, par exemple, critiquer le Coran, c'est islamophobe. Non, critiquer le Coran, c'est pas islamophobe. Et aussi, pendant que certains maquillent la vitrine du RN, sur le plateau de BFM TV, un autre scandale éclate. Les éléments de langage de Netanyahou sont repris mot pour mot par un journaliste du Figaro. Objectif, salir une fois de plus Rima Hassan. Mais rien, absolument rien ne permettra de masquer cette réalité sanglante. Ces relais médiatiques patauchent dans le sang des Palestiniens, et ce que vous allez entendre en est la preuve flagrante. Rima Hassan, retenue en Israël depuis le début de la semaine, a accueilli en rockstar hier soir place de la République à Paris par plusieurs milliers de personnes. Rassemblement qui marque la fin donc, de ce périple entamé début juin par l'eurodéputé qui avait pris la direction de Gaza à bord de la flottille de la Liberté. Oui, et il était temps en réalité que cette comédie prenne fin. Parce qu'après 15 jours de cette pseudo-mission humanitaire, qui était surtout en réalité une opération de communication, Rima Hassan a elle-même reconnu que son action était, je cite, d'abord et avant tout symbolique. Son action est celle de ses camarades d'équipage qui, rappelons-le, défenseurs de l'action légitime du Hamas pour les uns et admirateurs
cesseur de feu, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour les autres, nous avons été kidnappés, a même osé tout tombu la mélenchoniste au sujet de son interception par l'armée, la marine israélienne. Le tout sous les acclamations de la foule venue fêter son retour, une mise en scène destinée à célébrer Rima Hassan en quasi-martyr, quitte à se livrer pour cela à un parallèle sémantique indigne avec les otages, les vrais, ceux qui restent aux mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023 et dont une vingtaine seulement sur environ 50 seraient encore en vie. Ceux-là, ce sont eux dont il est urgent en réalité d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle, tout comme il est urgent d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, l'écrivain arbitrairement détenu en Algérie depuis plus de 200 jours maintenant et qui n'a pas eu la chance, lui, de voir les insoumis voler à son secours. C'est même l'inverse, parce qu'à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, les insoumis ont voté contre. Bon, évidemment, les insoumis n'ont pas exactement la même vision des choses. Ils considèrent que le texte dont parle Arthur aurait durci la relation avec l'Algérie. Ils estiment que tout ce qui permet de mettre la lumière sur ce qui se passe à Gaza est bon à prendre. Oui, sauf que les insoumis ne sont plus crédibles pour porter cela. Leur obsession antisioniste, comme ils disent, est telle que chacune de leurs sorties transpire ce que l'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Et c'est dommage, car la situation humanitaire à Gaza mérite sans doute mieux que l'électoralisme cynique d'un Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui communautariste et qui pourfendait pourtant il y a 10 ans le clientélisme, allant jusqu'à même revendiquer le droit à l'islamophobie, c'est dire comme il a changé. Bref, par leurs outrances et leurs excès, Rima Hassan et ses amis desservent non seulement la cause qu'ils prétendent défendre, mais ils entravent surtout les différentes initiatives qui peuvent émerger ici et là et susciter pourquoi pas un début d'espoir, comme encore le Forum sur la paix qui doit s'ouvrir tout à l'heure à Paris et auquel Emmanuel Macron envisage de participer. Et l'avalanche de manipulations continue. Lors du printemps de l'évaluation, Hugo Bernalicis, député LFI, confond brutalement Bruno Retailleau. Il dévoile en direct un fait accablant. La contrôleuse budgétaire de Bercy a rendu des avis défavorables sur l'ensemble des documents financiers du ministère de l'Intérieur. Une déroute budgétaire qui laisse Retailleau sans voix. Vous allez voir, la scène est édifiante. Je vais peut-être trancher avec les louanges qui vous ont été données, notamment sur la mission sécurité, précisément quant à l'exécution budgétaire, puisque j'ai lu la note d'exécution budgétaire de Bercy, donc c'est même pas mon sentiment, qui dit « Contrairement aux années précédentes, la contrôleuse budgétaire et comptable ministérielle a délivré des avis défavorables pour la totalité des documents prévisionnels présentés par les responsables de programme. » Beau bilan 2024, franchement, félicitations pour cette insincérité permanente, complète et totale. Donc on est en train de parler de ça, et pour 2025, ça ne va pas aller en s'améliorant, évidemment. Et notamment, pas d'anticipation des JOP qui ont été, en fait, leur coût a été épongé par de la régulation budgétaire en levant les gels et les surgels en fin de gestion. Et on ne peut pas appeler ça de la bonne gestion, je suis désolé, monsieur le ministre, c'est de la très mauvaise gestion. Ce n'est pas complètement vous. Votre prédécesseur, qui était lui-même avant à Bercy, on se demande s'il en a retenu quelque chose. Vraiment, je pense qu'il y a un problème majeur, notamment pour 2024, le sous-investissement qui est le cas sur le titre 5 d'investissement, justement, la sous-exécution, pardon, sur l'investissement, ce qui me permet de vous poser une première question sur XPN 22, puisque 2,1 millions ont bien été dépensés en 2024. Il est prévu que ça continue, c'est le logiciel de rédaction de la police pour 2025, c'est dit que c'est sanctuarisé, mais quelle solution va-t-on prendre? Il y a une solution de réinternalisation, une solution qui n'est pas prendre celle des gendarmes, mais d'avoir une solution internalisée, dite solution numéro 4, qui m'a été présentée par le service de la transformation numérique. J'espère que les crédits serviront à ça. Je vous interpelle là-dessus. Sur l'administration générale et territoriale de l'État, il y a une aggravation sur les titres. Ça a été dit tout à l'heure, mais en même temps, il y a eu que seulement 75 postes qui n'ont pas été créés dans le schéma d'exécution qui était prévu pour 2024. Lui-même, schéma d'exécution sur le programme 354, qui était que seulement 232 emplois. Donc vraiment, sur si peu, on arrive à ça. Et sur étranger 2023-2024, c'est plus 5 à l'échelle du pays, plus 5 ETPT. Enfin, vraiment, genre, c'est complètement ridicule par rapport aux objectifs, surtout quand on sait, et confirmez-moi, monsieur le ministre, que ces effectifs supplémentaires ont été mis sur le contentieux de l'éloignement et pas sur la délivrance des titres. C'est peut-être là une partie du gros problème. Avant de passer au point final, un magistrat vient remettre à sa place une meute de journalistes de BFM TV. Trop occupés à recycler les pires bobards réactionnaires. Avec calme et précision, il démonte cette propagande d'extrême droite qui s'installe insidieusement dans nos médias. Une masterclass salutaire à ne surtout pas manquer. De collégiens, lycéens, est-ce que la justice est systématiquement saisie, ce qui ne semble pas être le cas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice
plus sévère avec ceux que l'on retrouve avec des armes blanches. Vous semblez dire, enfin, faire attention quand on dit fait divers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut tirer aucune leçon de ce qui s'est passé? Qui dit ça? Qui dit ça? Parce que vous semblez revendiquer. Mais l'expression, c'est pas l'expression, c'est le fait d'un individu, d'un très jeune individu. On verra s'il a une pathologie psychiatrique ou pas. De toute façon, c'est obligatoire, l'expertise psychiatrique et psychologique en matière criminelle. Donc, elle va avoir lieu. Il y en aura sans doute même 2 dans un dossier pareil. Donc, là-dessus, arrêtons ce débat. C'est un faux débat. Ce que je veux dire, c'est que la violence des mineurs ou des très jeunes adultes, c'est une violence qu'on connaît depuis des siècles. Je relisais récemment un article du Petit Journal de 1907, pas 2007, 1907, jamais les criminels n'ont été aussi précoces qu'aujourd'hui. Et à cette heure-là, maintenant, l'article disait, on ne pallie pas le manque d'éducation et en plus on supprime toute sanction qui s'applique à adoucir les sanctions pénales. On voit bien que ce débat, c'est un débat qui est dans nos sociétés. Donc il n'y a pas de sujet de progression de violence. Bien sûr qu'il y a un sujet, c'est comment traiter ces violences-là. Mais je vais vous dire, ça fait 33 ans ou 34 ans, je ne sais plus, que je suis magistrat et que j'ai été longtemps juge d'instruction. Des dossiers comme celui-ci, malheureusement, je le dis, malheureusement, j'en ai instruit. Ce dossier-là. Mais là, on a des phénomènes qui touchent l'école. Ça, c'est plutôt récent. Moi, ça fait 12 ans que je fais l'éducation. J'ai pas eu, j'ai une succession là de situations de jeunes hommes qui, pour des raisons futiles, s'en prennent dans l'établissement scolaire. On n'avait pas, il y a 10 ans, ces phénomènes-là. Là, quand même, on a eu Agnès Lassalle qui a été tuée en 2023. On a eu, il y a un mois et demi, une jeune fille à Nantes qui a été tuée également par un camarade de classe, en classe. Il y a quand même quelque chose de nouveau, non? Je vais laisser le psychiatre répondre. Oui, je crois que Guillaume Tabar voulait intervenir et ensuite vous avez la parole. J'ai une question à vous poser. Comment, face à l'opinion qui voit ces faits-là, des faits qui sont, certains sont assez rapprochés dans le temps, entendre un magistrat dont presque la seule réponse est de dire, écoutez, en 1907, il y avait déjà des problèmes, est-ce que vous croyez que les citoyens peuvent se dire, c'est bon, la justice veille au grain, il n'y a pas de... Moi, je suis assez étonné par la sécheresse de votre réponse. Et l'argument de tout le monde pour s'en garder, c'est comme les gens qui, face au réchauffement climatique, disent « Attendez, il y a eu une ère glaciaire sous Louis XIV, donc ne vous embêtez pas aujourd'hui avec ça. Est-ce que ce qui s'est passé en 1907 ou en 1312 interdit de dire ce qui se passe en 2025, c'est peut-être plus grave que ce qu'il y avait en 2020 ?» J'ai jamais dit ça. Donc, le raccourci est intéressant et je vous remercie de le faire. Mais ce que je dis, c'est qu'on est face à une difficulté d'ordre psychiatrique, mais aussi judiciaire, parce qu'évidemment, il revient à l'autorité judiciaire de traiter ce type de comportements qui sont, je le redis, sécheresse, moi je veux bien que je sois sec, mais je vous le dis, c'est une horreur absolue, c'est une horreur absolue, et je peux vous dire que le nombre d'autopsies que j'ai fait dans ma vie sur des faits similaires, je le souhaite à personne. Donc, arrêtons de dire la justice est aveugle, la justice ne traite pas ça. La justice traite ce dossier, bien évidemment. Mais si votre réponse est de dire tous les gamins que l'on va trouver avec une lame sur eux, ils vont partir au tribunal systématiquement, oui, moi je suis d'accord. Mais dans quelle mesure et quels moyens on donne... L'alternative, si on retrouve un mineur avec une arme blanche dans le sac, c'est quoi? C'est seulement une amende, un conseil de discipline? Ça suffit pas? Il y a plusieurs choses. La réponse pédagogique, la réponse du Conseil national, ça va être le conseil de discipline. Ouais. La réponse judiciaire, ça va être effectivement l'ouverture d'une procédure et le suivi de ce mineur. Mais on va pas mettre tous les mineurs qui ont sur eux un Opinel ou un canif en détention ou en foyer. Enfin, je veux dire. C'était Ludovic Friard. Pas non plus caricaturer la question que je vous posais, c'était absolument pas celle-là. J'ai cru que c'était une caricature, excusez-moi. Non, je crois pas. Professeur. Et enfin, Mélenchon remet les pendules à l'heure. Le leader de la France insoumise, en meeting, démonte avec brio les discours identitaires. Quand Julien Audoul ose déclarer que Rima Hassan n'a rien de française, Mélenchon l'écrase en rappelant qu'en France, personne n'a à trier entre vrai et faux français. Une claque magistrale que vous allez voir en images. Mais dangereux aussi, ceux qui se prétendent plus français que les Français, qui sont
paraît-il, les Français de souche, parce que tout le monde sait qu'il y a des souches partout, qui ont juste oublié que le peuple français, c'est ce peuple qu'il y a aujourd'hui devant nous, tel que chacun d'entre nous, 1 sur 4, a un grand-père étranger. Et que, tiens, je pose la question, qui a un grand-parent étranger? Levez la main, je vous prie. Vous voyez? D'accord, voilà la nouvelle France. Et si je disais un arrière-grand-père, ça serait encore pire. Ou une arrière-grand-mère. J'ai vu la racaille, parce qu'eux, ils utilisent le mot d'extrême droite. Oser dire par la bouche d'un certain Julien Audoul, député du Rassemblement national, qu'on ne doit pas ramener Rima Hassan en France parce qu'elle n'a rien de française. Bon sujet. Être français, je vais vous l'apprendre, monsieur Julien Audoul, c'est avoir une carte d'identité française dans la poche. On ne vous demande pas d'avoir 4 bras et 6 jambes. On vous demande de l'avoir parce que quand vous l'avez, ça veut dire que vous avez rempli les conditions pour pouvoir l'avoir. Madame Rima Hassan est une enfant d'un camp en Syrie qui est venue en France et en France, elle est devenue française. Et c'est un honneur pour nous que de la compter parmi nous parce qu'elle porte haut les valeurs de la France telles que nous les comprenons. Elle est notre honneur. Monsieur Audoul, c'est vous qui êtes vraiment très bizarre. Vous ne comprenez pas ce qu'est la France. Vous nous préparez un tri que nous ne supporterons jamais. Nous ne le supporterons pas parce que personne n'est capable de dire comment vous allez trier. Il n'y a pas de Français de papier. Il y a des Français. Et il y a des gens qui aimeraient bien être fiers d'être Français. Et puis il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne seraient pas Français, et c'est bien leur droit, et qui participent au travail et au bonheur de tous. Il n'y a pas de Français de papier. Épargnez-nous cette humiliation. Épargnez-leur cette humiliation.